Malgré les promesses de relance, de soutien, on sait que l'économie chinoise est confrontée à de sérieux défis, que ce soit en termes d'endettement, endettement de la Chine qui est considérable, ou son secteur immobilier qui est toujours en grande difficulté. C'est pourquoi le Parti communiste chinois a confirmé et a affirmé qu'il ferait tout ce qu'il peut pour relancer l'économie chinoise. Bonjour Patrick. Bonjour David. Patrick Artus, conseiller économique d'OSIAM et membre du Cercle des économistes. Malgré ces promesses répétées régulièrement de relance de Pékin, de soutien à l'économie, vous craignez que la demande intérieure chinoise continue de rester faible? Oui, alors il n'y a pas tellement de questions sur la demande intérieure chinoise. La demande intérieure chinoise augmente à peu près de 2% par an. Elle est handicapée essentiellement par le vieillissement démographique. Hein. Quand vous avez un vieillissement démographique aussi important... La population qui se réduit année après année, je n'ai pas les chiffres en tête, mais... le taux de fécondité sur le nombre d'enfants par femme sur sa vie, il est à 1. Donc la population de la Chine est divisée par 2 à toutes les générations. Quoi. La Banque mondiale maintenant prévoit moins de 600 millions d'habitants en Chine en 2100. On est à 1,4 milliard aujourd'hui. Donc effondrement démographique, ce qui est très mauvais pour le marché de l'immobilier, ce qui rend inutile les investissements en infrastructures. La Chine va de plus en plus produire structurellement trop d'électricité, avoir trop de trains, etc. Donc vous rendez non rentable des investissements additionnels dans les infrastructures publiques, d'énergie ou de transport. Alors bon, la Chine doit continuer à faire sa transition énergétique. Vous savez que la Chine installe plus de la moitié des panneaux solaires et des éoliennes mondiales, etc. Mais la consommation globale d'énergie de la Chine va se réduire à mesure que la population va commencer à diminuer. Et plus le fait que beaucoup de Chinois avaient investi l'argent de leur épargne de précaution pour leurs vieux jours dans l'immobilier. Or, c'est une très mauvaise idée d'investir en immobilier quand vous êtes en début de vieillissement démographique, parce que vous savez qu'il y aura moins d'acheteurs que de vendeurs dans le futur. Toutes les personnes âgées voudront vendre le patrimoine immobilier qu'elles détiennent. Il n'y aura personne pour l'acheter. Et donc les prix ont baissé de combien? Officiellement, les prix ont baissé, il y a différentes sources, entre 10 et 15% sur un an. Mais c'est probablement plus que ça. Parce qu'il y a vraiment... Et malgré des programmes de relance, par exemple, les collectivités locales rachètent des logements pour en faire des logements à loyer faible, etc. Donc, mais structurellement, il y a moins d'acheteurs que de vendeurs d'immobilier. Hein. Et donc... Et puis d'ailleurs, structurellement, il y a moins d'acheteurs que de vendeurs d'actions et les cours boursiers de la Chine baisseraient si ils sont plats sur le long terme. L'indice boursier de Shanghai n'a pas monté depuis 10 ans. Mais il aurait beaucoup chuté par le même mécanisme si la Banque centrale n'avait pas injecté des liquidités dans les comptes des intermédiaires financiers pour qu'elles achètent des actions. Quoi. Donc il y a une demande intérieure. Donc la demande intérieure va rester faible. Ouais. Alors la Chine croît pour l'instant, et si vous regardez les derniers chiffres, c'est impressionnant, grâce à ses exportations. C'est la demande extérieure. Les exportations en volume de la Chine ont augmenté de 13% sur un an au troisième trimestre 2024. Hein. Alors que Pékin nous avait toujours promis, entre guillemets, de faire monter en puissance la demande intérieure, la consommation et de réduire le moteur des exportations. Oui, mais c'est une stratégie qui ne marche pas dans un pays vieillissant. C'est une stratégie qu'ils auraient pu utiliser plus lorsque la démographie était favorable. Maintenant que la démographie est très favorable, le seul moteur de la croissance... est très défavorable. C'est très défavorable. Le seul moteur de la croissance, c'est la demande extérieure. Et donc, les exportations expliquent 3 points des 4,5 ou 4,7 de croissance. Hein. Donc la demande intérieure, moins de 2 points, et les exportations, 3 points. Donc Pékin va tout faire pour relancer ses exportations. Les exportations vont bien, et Pékin, pour l'instant, la Chine n'a pas pâti des droits de douane américains, parce que la Chine contourne les droits de douane. Comment ça, ils contournent les droits de douane? Si vous regardez les exportations de la Chine vers le Mexique, vers les pays d'Asie du Sud-Est, elles augmentent énormément, et ces pays réexportent des produits chinois aux États-Unis. Ce qui explique d'ailleurs que la méchanceté de Trump vis-à-vis des exportations du Mexique, parce qu'on sait que c'est la base de départ, la porte d'entrée sur le marché américain pour beaucoup de produits chinois. Mais si vous avez des droits de douane globaux,
s'appliquant aux pays d'Asie du Sud-Est, s'appliquant au Mexique, au Canada et pas seulement à la Chine, vous aurez une grande difficulté à utiliser cette stratégie de contournement des droits de douane américains. Et là, la Chine perdrait le seul moteur de sa croissance, qui est les exportations, et là, vous auriez un ralentissement très violent de la croissance. Donc la principale victime de Trump, si Trump met en place son programme de droits de douane, mais alors on peut douter. À nouveau, ce programme de droits de douane n'est pas non plus favorable pour les États-Unis, parce qu'il va faire monter les prix pour le consommateur américain. Mais si Trump met en place son programme de droits de douane globaux, sur tous les produits importés d'où qu'ils viennent par les États-Unis, la Chine sera un des principaux perdants. Avec un risque de déflation à la clé en Chine? Alors, pour l'instant, il y a une situation où il n'y a pas d'inflation. L'inflation autour de zéro en Chine aujourd'hui. Et il y a une croissance qui est entre 4,5 et 5%. Donc vous n'avez pas de déflation, mais grâce aux exportations. Les exportations vous donnent, c'est la seule alimentation de la croissance chinoise. Si vous perdez les exportations, vous allez tomber en déflation, vous allez tomber en croissance faible et inflation faible. Et ça aurait quel impact d'ailleurs, cette possible déflation en Chine, sur l'inflation européenne et américaine? Alors, sur l'inflation américaine, comme les Américains se protègent des produits chinois, de toute façon, les droits de douane feront monter les prix des produits. Alors, le problème, c'est l'Europe. C'est-à-dire que si l'Europe n'entre pas dans une guerre des droits de douane avec la Chine et avec les États-Unis, et on pense que l'Europe est assez attachée au libre-échange. Et en plus, l'Europe est un pays très ouvert. Les exportations, c'est 35% du PIB européen, c'est 20% du PIB chinois ou du PIB américain. Donc on comprend que l'Europe ait plus d'intérêt à maintenir le libre-échange que les autres. Si l'Europe ne fait pas de rétorsion vis-à-vis des exportations chinoises ou des exportations de la Chine ou des droits de douane américains qui taxeraient les produits européens, l'Europe verra arriver beaucoup de produits chinois, ce qui est déjà le cas. Si vous prenez la métallurgie, si vous prenez verra arriver beaucoup de produits chinois et qui feront... les coûts de production sont plus bas en Chine, sans parler des subventions. Et donc, ce qui d'une part, tuera les industries correspondantes européennes et feront baisser les prix européens. Et alors, il y a un débat entre économistes qui est de dire, est-ce qu'il faut absolument que l'Europe empêche l'arrivée des produits chinois, par exemple, est une industrie européenne des éoliennes, des panneaux solaires, des batteries électriques. On a envie de répondre oui. Ou est-ce que ce ne serait pas une stratégie plus intelligente de faire venir les industriels chinois pour produire en Europe? Quel serait leur intérêt? L'intérêt, c'est l'avance technologique. On est à front renversé par rapport à l'avance technologique, alors pas surtout sur les batteries électriques, les voitures électriques, les éoliennes, etc., les panneaux solaires, là il y a une avance technologique. On ferait ce qu'ont fait les Chinois pendant très longtemps, quand les étrangers voulaient investir chez eux, en demandant des contreprises pour avoir des transferts de propriété. Oui, mais maintenant c'est dans l'autre sens. La technologie, enfin sur toutes les énergies renouvelables, la technologie chinoise est en avance. Et puis, il y a une avance, ce qui se voit bien aux difficultés, par exemple, des fabricants de batteries européens. Vous avez vu Northvolt, parce qu'il y a un taux de défaut. C'est pas évident de fabriquer des batteries électriques, c'est de la chimie compliquée. Les Chinois ont de l'avance. Et donc, il y a un débat. Il y a des économistes qui disent non, ça fait partie de la souveraineté européenne de fabriquer tous ces produits. Et il y a des économistes qui disent prenons une attitude britannique, du moment que c'est fait des emplois et de la valeur ajoutée et des revenus et des recettes fiscales chez moi. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est produit en Chine, ce n'est pas produit en Europe. Aujourd'hui, c'est produit en Chine. Mais si vous pouvez. Il commence à y avoir des investissements chinois. Par exemple, la Chine vient de signer avec l'Espagne sur des batteries électriques. Et il y a un débat. Donc, est-ce qu'il faut privilégier une souveraineté nationale de producteurs nationaux, ou est-ce que ce qui est important, c'est l'emploi, le transfert de technologie, parce qu'il y aura de toute façon transfert de technologie, et de profiter des technologies avancées chinoises? C'est un débat assez intéressant. On ne tranchera pas aujourd'hui. Merci beaucoup, Patrick Artus, conseiller économique de SIAM, membre du Cercle des économistes. Merci, Patrick. Merci, David.